Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la place des médicaments antipaludiques dans la stratégie d'élimination du paludisme à Madagascar. Non. Voilà. Donc on va d'abord revenir un tout petit peu en arrière. Donc ça c'était plutôt vers la fin du 19e siècle. Donc il y avait une reine qui disait que le hajj, qui veut dire arbre, et le taj, c'est-à-dire la fièvre, sont la protection du royaume. Parce que ça c'était une reine qui était plutôt sur les hautes terres centrales de Madagascar. Donc la stratégie au niveau de la cour, c'était de ne pas faire les routes. Donc on ne fait pas les routes, et comme ça, même les gens qui arrivent, les Européens particulièrement, qui arrivent plutôt depuis les régions côtières, ils auront du mal à atteindre les hautes terres centrales. Parce qu'ils croyaient à l'époque que c'est plutôt dans la forêt qu'il se passe quelque chose quand les gens ils meurent. Mais ils ne savaient pas que c'était plutôt des gens qui ont contracté peut-être le paludisme depuis les régions côtières et qui mouraient de leur paludisme pendant le voyage. Sinon, tout autour du XVIe siècle, Madagascar a été déjà réputé pour être le cimetière des Européens. Donc quand il y avait les Portugais qui commençaient à arriver, donc ils voulaient s'installer mais ils ne pouvaient pas parce qu'il y a déjà la moitié des marins par exemple qui ont été tués. Et quand on remonte un peu dans l'histoire, donc on parle tout le temps de fièvre qui suggère plutôt le paludisme. Bon, ça c'est une photo que Christophe Auger de l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées m'a donné, qui montrait un peu donc les militaires français qui étaient malades. Donc il y a très peu de militaires qui étaient plutôt tués par les saguets des Malgaches, mais il y avait quand même un certain nombre de militaires français pendant le début de la colonisation qui mouraient du paludisme. Et déjà, pendant cette période de 1895, bon, ça correspondait, entre autres, à la construction de la voie ferrée qui relie Madagascar, Antananarivo et la côte est. Et ça correspondait aussi à la migration forcée de la population. Donc quand il y avait l'avancée des Français, donc les gens quittaient petit à petit aussi les régions côtières et s'avançaient vers l'intérieur de Madagascar, et que ça a provoqué après une épidémie du paludisme sur les hautes terres. Et en riposte à cette épidémie, à l'époque, ce qu'on a utilisé, c'était la quinine, que ce soit à des fins curatives ou à des fins préventives. Parce que c'était le seul médicament qui était disponible. Donc, qui montre déjà la place du médicament dans le contrôle du paludisme à Madagascar. Et si vous voulez voir un peu plus de détails sur les autres épidémies qui sévissaient à Madagascar, vous pouvez lire cet article qui a été publié en 1995 par celui qui était à l'époque le directeur de lutte contre les maladies transmissibles. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on utilisait plutôt la quinine ou quelquefois l'écorce de cinchona. Donc, entre-temps, l'administration française a introduit le cinchona à Madagascar. Et ça, c'est quand je me suis promené dans la montagne d'Ambre au mois de novembre l'année dernière. Donc, j'ai vu qu'il y a cinchona lebzeriana qui pousse encore dans cette partie de Madagascar. Donc, pour mettre encore l'accent sur le rôle clé des médicaments en tant qu'outil de lutte contre le paludisme, donc nous allons marcher un peu sur l'histoire, notamment sur les 60 ans d'utilisation de chloroquine à Madagascar, et on va faire une projection vers l'avenir, maintenant que, au lieu d'utiliser la chloroquine, on va plutôt utiliser les ACT. La chloroquine a été introduite à Madagascar en 1945 et qui permettait par exemple au service de lutte contre le paludisme à l'époque de mettre en route la lutte à outrance contre le paludisme, là où il combinait la lutte
antiparasitaire avec la chloroquine et la lutte contre les vecteurs avec le DDT. Et à l'époque, c'était une aspersion intradomiciliaire généralisée. Donc c'était dans tout Madagascar. C'était très organisé et c'était très soutenu. Et il y avait une période que je dirais plutôt vraiment très particulière, c'était entre 1952 et 1971, là où il y avait ce qu'on appelle la campagne de nivaquinisation, parce qu'à l'époque, la seule marque de chloroquine utilisée à Madagascar, c'était la Nivaquine. Donc, la campagne de nivaquinisation, qui consistait entre autres à faire de la chimioprophylaxie par chloroquine chez les enfants, en âge scolaire et en âge préscolaire. Et nous, je crois que la plupart d'entre nous ici, les Malgaches, on faisait partie de cette génération à qui on donnait de la chloroquine trop comprimée tous les lundis. Et tellement ça marchait, donc l'utilisation de la chloroquine aussi bien dans les centres de santé, pour la prévention des paludismes chez les ouvriers, surtout quand on commençait à continuer toujours à développer le réseau ferroviaire, et l'administration hebdomadaire de chloroquine chez les enfants. Et en 1959, pendant une réunion à l'OMS à Brazzaville, Madagascar a proclamé la phase de pré-éradication, notamment sur les hautes terres. Là où il y avait plutôt en termes de prévalence, quand ils ont fait les dépistages actifs de paludisme chez les enfants de moins de 10 ans, donc ils avaient une prévalence de l'ordre de 0,2 pour 1000 maximum. Et moi je crois que ce qui était vraiment bien à l'époque, c'est qu'ils ont évalué l'impact. C'est pas seulement, on ne se contente pas seulement de faire les campagnes, mais on mesure après qu'est-ce qu'on gagne dans la campagne. Donc il y avait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait les détections actives de cas, et ça c'était une étude qui a été faite sur la côte est, là où on est censé quand même avoir le maximum de transmission de paludisme. Donc chez les enfants qui étaient sous chimioprophylaxie, qui ont complété au moins 75% des séances, la prévalence du paludisme était de l'ordre de 3,3%, contre 11% chez les enfants qui ne respectaient pas forcément la chimioprophylaxie. Donc qui montre déjà l'importance de la chimioprophylaxie. Parce que là, si on simplifie, c'est du genre, on multiplie par 4 le risque quand on ne prend pas la chimioprophylaxie. Mais on ne peut pas faire ce genre de campagne sans un appui financier. Mais déjà, pendant cette période, on ne comptait pas forcément tout le temps sur les aides étrangères. Mais c'était plutôt le gouvernement, mais c'était l'administration française, et que même les fonds qui étaient destinés pour la nivaquinisation, pour la rendre gratuite, ça a été décidé par le Parlement. Et juste pour vous donner un exemple, entre 1948 et 1951, le budget annuel était estimé à 30 millions de CFA, donc l'équivalent de 120 000 dollars américains. Et pour à l'époque où quand on avait environ 4,5 millions habitants, donc moi je crois que 120 millions de dollars il y a 60 ans, ça devait quand même représenter une somme importante. Et qu'en 1952, quand ils ont vraiment lancé plus encore à l'extrême la nivaquinisation, ils ont révisé à la hausse le budget destiné pour la nivaquinisation. Et ça, c'est un document qui a été produit par l'IRD, qui montrait que effectivement, il y a une corrélation, peut-être je ne sais pas si c'est direct ou c'est indirect, entre la lutte à outrance contre le paludisme et l'évolution de la population malgache. Parce que la lutte a été vraiment soutenue plutôt entre 49 et 71. Je viens de discuter avec le docteur Nevrov tout à l'heure, et moi personnellement, j'ai pas vu passer ces enveloppes, mais j'ai trouvé sur Internet. Donc ça c'est quand on a utilisé pour la première fois en temps en arrive ce genre d'enveloppe dans la campagne menée pas vraiment menée, mais encouragée par l'OMS
Donc c'est aussi une sorte d'éducation pour la population. Donc il y avait des enveloppes, là où c'est marqué éradication du paludisme, et des timbres, là où c'est marqué aussi éradication du paludisme. Mais ça, en plus, c'était la première utilisation en Tananarive, en Madagascar. Donc à l'époque, on a toujours cette ambition d'éradiquer le paludisme. Et c'était un mouvement international sous l'égide de l'OMS. Malheureusement, à Madagascar, comme j'ai dit tout à l'heure, on a pu mener la campagne de pérennisation vers la fin des années 60, début des années 70, et à partir de là, on a assisté à une dégradation de l'économie, il y a eu une érosion du système de santé, qui fait que, par exemple, il y avait une réunion au niveau du service de lutte contre le paludisme en 1978, là où le service souligne l'importance de la chimiothérapie par la chloroquine et qu'il propose de couvrir presque 3,5 millions 500 000 enfants de moins de 15 ans. Mais on a ignoré cette proposition. Et ça, c'était déjà pendant la Deuxième République, parce que pendant la Première République, bon, ça allait encore bien après, parce qu'on avait l'indépendance en 1960, hein, juste pour notre histoire. Et j'ai trouvé, en cherchant, bon, mais je tiens encore à remercier ta femme qui m'a autorisé à fouiller un peu dans leur cave, et j'ai trouvé le procès verbal d'une réunion entre le service technique du ministère de la Santé et les partenaires, dont l'Institut Pasteur à l'époque. L'Institut Pasteur, ce jour-là, a été représenté par la directrice adjointe. Et dans ce procès verbal, on peut lire que le service de lutte contre le paludisme a déjà souligné la pénurie de chloroquine dans beaucoup de centres de santé à Madagascar. Dans le même procès verbal, ils n'étaient pas contents parce qu'il y avait déjà juste une prévision budgétaire et qui a été ramenée à 611 $000 pour cette année 1982, alors qu'en 1979, on avait une prévision budgétaire de 933 000 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a eu une baisse de prévision budgétaire de 35% au moment où le prix de la chloroquine est augmenté de 40%. Donc, qui montre déjà que permettez-moi l'expression, qu'on n'est pas sérieux dans la lutte contre le paludisme. Ou peut-être qu'on n'était pas vraiment bien engagé politiquement dans la lutte contre le paludisme à cette époque. Et en même temps, toujours dans le même procès verbal, le service de lutte du ministère a mentionné le fait que le taux de paludisme confirmé à l'échelle nationale parmi les patients symptomatiques passe de 4% en 1979 à 28% en 1982. Parce qu'à l'époque, il y a quand même les centres de santé primaires qui étaient dotés et de personnel compétent en microscopie et de microscopes et de consommables pour faire de la microscopie. Quand on assiste à ce genre de situation, tout ce qui doit arriver arrive. Et on avait une épidémie du paludisme et qui a fait beaucoup de dégâts, notamment sur les hautes terres. Donc si on résume, quelles en étaient la cause? C'était l'interruption du DDT pour des problèmes financiers, la pénurie de chloroquine pour des problèmes et d'organisation, de manque d'engagement politique et de problèmes financiers aussi. Et comme je viens de vous dire, l'épidémie, c'était inévitable. Qu'est-ce qui se passe par exemple? Donc on va parler de ce qui s'est passé dans un petit village qui s'appelle Manarntsu, c'est à 15 km du centre-ville. Donc c'est presque vraiment dans le suburb dans le... Comment on dit les régions limitrophes des villes? Banlieue, dans le banlieue d'Antananarive. Donc il y avait une étude qui a été faite par... juste petite parenthèse, après l'épidémie, l'Institut Pasteur a créé son unité de recherche sur le paludisme, en appui technique au ministère, étant donné que nous, on est sous la tutelle du ministère de la Santé, nous, l'Institut Pasteur de Madagascar est sous la tutelle du ministère de la Santé.
Donc voilà ce qui s'est passé. Donc comme vous pouvez voir, donc au sein de la population, la prévalence du paludisme était de l'ordre de 74%. Bon, je m'excuse de vous donner un peu de torticolis pour que ce soit un tout petit peu lisible. Donc qu'est-ce qui a été fait? Donc quand il y avait l'épidémie, donc c'était dramatique, donc il faut réagir. Entre autres, ce qu'on a fait, c'était de revenir sur la nivaquinisation, qu'on appelait plutôt chloroquinisation, à partir de là, parce qu'on ne voulait plus acheter seulement la nivaquine, mais on a fait un appel d'offres international, et c'est pour la première fois qu'on achète de la chloroquine générique. Donc la décision a été prise par le service de lutte contre les maladies transmissibles, la direction de planification et la direction de pharmacie. Et ce qui a été décidé, c'était de revenir sur la nivaquinisation. On a lancé l'appel d'offres et on a commandé les premiers lots d'Inde qui étaient envoyés directement à la direction de pharmacie qui les achemine vers les secteurs médicaux au niveau de district et qui les transmettent après au niveau de la commune, au niveau des villages, au niveau des dispensateurs plutôt qui les vendent. À l'époque c'était pas gratuit, mais il y a une participation financière des usagers, mais on s'arrangeait de sorte parce que c'est vraiment à la portée de chaque foyer malgache. Donc comme mesure d'accompagnement, donc on a formé des dispensateurs de chloroquine. Donc à l'époque, déjà entre 88 et 89, il y avait 37 480 dispensateurs de chloroquine au niveau des communautés qui étaient formés pour vendre et conseiller aux gens sur l'utilisation de la chloroquine. Et parallèlement, on était revenu aussi sur l'aspersion intradomiciliaire. Donc les premiers lots de chloroquine étaient payés par le gouvernement suisse. Sinon, il y avait le PNUD qui donnait de l'argent pour payer les frais, pour envoyer les médicaments le plus rapidement que possible en avion, pour s'approcher, pour aller au niveau du district. Il y avait la coopération française, il y avait la coopération italienne, il y avait la coopération espagnole. Et ça, c'est juste pour vous montrer un peu la plaque qu'on met chez les dispensateurs de chloroquine, juste pour annoncer à la population, bon, ça je fais traduction libre, il y a de la chloroquine par ici. Ça n'a rien à voir avec Nike, mais je n'ai pas effacé le Nike. Et ça c'est une photo qui a été faite par Donatien Rakoutbé, qui est responsable de lutte contre le paludisme dans la province de Fianarantsoa, et il a participé aussi comme participant à cet atelier en 2003. Donc pour revenir un peu sur l'utilisation de DDT, donc les DDT c'était plutôt destiné pour les hautes terres, donc voilà la quantité de DDT qui était utilisée, le nombre de cycles entre 93 et 98. Et malheureusement, bon, on ne pouvait pas couvrir à 100% les hautes terres, il y avait toujours des zones qui étaient pulvérisées, d'autres pas, et en 2001, donc c'était un papier qui était publié par Ronan, quand on regardait dans les régions où on a fait la pulvérisation de DDT, donc en moyenne, la prévalence du paludisme c'était de l'ordre de 0,9%, avec une prévalence de près de 3% dans les régions limitrophes entre 700 et 1000 mètres d'altitude, contre 19% dans les régions qui n'étaient pas pulvérisées, donc qui montrent quand même l'importance d'insecticides sur les hautes terres. Mais quand on voit qu'il y a toujours des parasites qui circulent et que maintenant on avance vers la notion d'élimination du paludisme, donc ça me ramène vers le titre de ma présentation d'aujourd'hui, c'est là que le médicament joue un rôle clé. C'est du genre, quand on a les moyens de lutte contre les vecteurs, c'est comme si on lance une grenade, donc on ne vise pas, on lance juste la grenade, donc après ça va tuer pas mal ça va toucher pas mal de cibles, mais puis après, bon, il faut quand même arriver avec les fusils d'assaut, là on fait une visée sur les parasites et pour les éliminer. Juste pour montrer un peu donc la situation d'aujourd'hui.
je dirais, dans une phase post-épidémique, là où c'est plutôt la situation normale. Donc c'est une étude qui a été déjà publiée, vous pouvez l'accéder depuis Malade Journal, si vous êtes intéressé, là où on a montré que chez les malades, c'est les patients symptomatiques, la fréquence du paludisme ne dépasse même pas 2% dans la ville d'Antananarivo. Et quand on regarde de près, la plupart de ces cas sont des cas introduits. Donc c'est quelqu'un qui habite Antananarivo, qui a visité de la famille ou qui a fait une mission dans les régions côtières et qui reviennent avec le paludisme, ou des gens, par exemple, comme ma mère, qui arrive de régions côtières et qui fait son encéphalus à Antananarivo. Mais peut-être que vous avez pu noter qu'en Madagascar, on a les 4 espèces de Plasmodium infectant l'homme. C'est pas comme en Afrique noire où on n'a pas de vivax, entre autres. Mais ceci étant, donc il y a quand même la population qui essaie de vivre avec le paludisme. Donc si on considère cette région, la région de Manta, c'est une étude qui a été faite par un étudiant que j'ai encadré, un étudiant qui a préparé un mémoire de planification, mais il est médecin de formation à la base. Il a fait une enquête auprès de 150 mères de famille en avril 2006. Quand on demande aux gens, qu'est-ce qu'ils savent, quand on demande aux mères plutôt, qu'est-ce qu'elles savent du paludisme, donc il y a 98% qui disaient que le paludisme pour elles, c'est la fièvre. Et qu'est-ce qu'on fait quand les enfants ont la fièvre ou quand les enfants ont le paludisme? Quelquefois on pose juste la question à malgache en disant, qu'est-ce que vous faites quand votre enfant a le TAG? Donc en tête de série, bon, on utilise la chloroquine. Pourquoi? Parce que c'est disponible même dans les petites pharmacies en milieu rural, parce que l'enquête a été faite en milieu rural. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Et là, vous pouvez voir un peu donc la densité de centres de santé. Donc quelque part, vous imaginez si vous avez un village quelque part par ici. Donc vous avez quand même un bon bout de chemin à faire pour atteindre le premier centre de santé. Donc bon, ils utilisent la chloroquine, bon, ou sinon le paracétamol, l'aspirine, Cotrine, tétrascline. Et il y a quand même une toute petite partie qui commençait à utiliser la chloroquine préemballée, connue sous deux noms. Il y a le Palustop qui est vendu à 50 arias et le Woodtazmour qui est donné gratuitement dans les centres de santé. Une autre étude qui a été faite plutôt sur le versant est, et c'est aussi disponible dans ma journal si ça vous intéresse. Donc, par exemple, dans ce village qui est vraiment dans un endroit très reculé, donc vous voyez qu'il y a très peu de mères qui ont comme réflexe le fait de se rendre dans les centres de santé quand leurs enfants font de la fièvre. Contrairement à Mbouibac, par exemple, il y a presque la moitié qui ont quand même pris comme réflexe d'aller dans les centres de santé, parce que c'est déjà une commune qui n'est pas loin du goudron, qui n'est pas loin de la route nationale, et qui n'est pas forcément trop loin du centre de santé. Ou sinon, ils utilisent les médicaments modernes à la maison, donc ça peut aller de la chloroquine jusqu'à la pénicilline. Et qu'à la CAC, par exemple, il y a quand même 25% qui ont reconnu qu'elles utilisent la médecine traditionnelle pour leurs enfants qui ont de la fièvre. Et moi, je crois que 25%, c'est sous-estimé. Parce que peut-être, bon, c'est du genre, moi, je ne veux pas me découvrir, même si j'utilise les plantes, je ne veux pas le dire. J'étais à Iroud, là où il y a pas très loin de l'endroit où j'ai vu le Tinkona, et voilà ce que j'ai vu. Dans le village, ça quand même c'est le petit patron du village qui vend des écorces de plantes, et là je crois que les Malgaches peuvent reconnaître l'écorce de Kachafai, cette série réputée pour leur propriété anti-tache. J'utilise pas le mot paludisme, je dirais plutôt anti-tache. Et parallèlement, la seule épicerie du village, donc c'est un village qui doit avoir dans les 80 toits, et qu'il y a une toute petite épicerie pour eux. Après la dame, je lui ai dit, mais est-ce que vous vendez des médicaments? Et elle a dit oui. Mais pourquoi? Oui, parce que le centre de santé est trop loin. Et qu'est-ce que vous avez? Donc elle a pris le sachet plastique et elle a renversé le contenu sur la table, et après j'ai fait la photo. Malheureusement il y avait le flash, donc on ne peut pas vraiment lire, mais là, les Malgaches peuvent reconnaître aussi les plaquettes de chloroquine de Pharmad. Plus autre chose, hein.
Ça doit être des antibiotiques qu'ils appellent rouge et noir. Bon, ça nous amène quand même à parler de la politique nationale. Pendant des années, on a plutôt parlé de contrôle du paludisme, et depuis il y a 2 semaines, on parle d'élimination du paludisme. Il n'y a pas de secret, hein. Lutte antivectorielle et lutte contre les parasites. Donc, les médicaments jouent un rôle clé dans cette histoire. Comme je vous ai montré tout à l'heure, l'épidémie était plutôt due à la pénurie de chloroquine. Donc, pour éviter la pénurie des médicaments essentiels dans les centres de santé primaires, on a créé à Madagascar une centrale d'achat qui s'appelle Salam, qui a été créée en 1997. Et ça, c'est les données qui m'ont été fournies par la Direction générale de Salam, qui montrent la quantité en tonnes de chloroquine importée pour Madagascar. Donc tout au début, il fallait en commander beaucoup, c'était la Banque mondiale qui payait, parce qu'il fallait couvrir les centres de santé à Madagascar, et après, chaque lot dure 3 ans en termes de conservation, et donc là, il en a commandé moins, donc là, je dirais plutôt que c'est la commande normale, annuelle, et puis, en 2003, on a apporté d'autres éléments dans la politique nationale. La prise en charge à domicile de cas de fièvre chez les enfants de moins de 5 ans par la chloroquine préemballée. Donc à partir de là, ils corrigent la quantité qu'ils doivent importer. Ceci dit, ça n'empêche quand même pas les ruptures de stock dans les centres de santé. Ça, c'est une étude qui a été financée par la Banque mondiale en 2004 et qui a été réalisée par l'INSTAT. Donc, bon, il y avait toute une série de médicaments, mais seulement, bon, je me suis limité à ce qu'on voit sur cette diapositive. Mais si on prend par exemple l'exemple de la chloroquine, donc il y avait 34% des centres de santé primaires publics qui ont rapporté une rupture de stock de chloroquine. Et la durée moyenne, ça tourne autour de 34 jours, mais malheureusement c'était déjà l'analyse, mais je n'avais pas accès aux données brutes pour savoir quelles étaient vraiment les limites inférieures et supérieures. Et en plus, il n'y a pas que la chloroquine, hein. Bon, même par exemple pour les sels d'hydratation, au moment où on sait pertinemment que la diarrhée est la deuxième cause de mortalité, ben, il y a des moments où on est en rupture de sels de réhydratation. Et après on revient sur l'eau de riz. Ça c'est un des résultats obtenus dans le cadre de la surveillance de la résistance de Plasmodium falciparum aux médicaments communément utilisés à Madagascar. Donc quand on a fait les typages des parasites, donc on se rend compte que à Madagascar, il y a les parasites mutés pour le gène PFCRT qui circulent, mais vraiment à des fréquences très faibles. Surtout si on le compare à tout ce qui se passe aux Comores, parce qu'on a été aussi invité à faire des études aussi bien en Mayotte qu'en Union de Comores, là où aujourd'hui on est en phase de saturation par rapport au Plasmodium falciparum muté pour PFCRT. Ils sont autour de 70%. Aussi, peu de temps avant la prise de décision finale pour le changement de politique, l'Institut Pasteur a été sollicité pour réaliser une étude à Sainte-Marie, une île sur la côte est. Donc voilà les résultats. Quand on considère les réponses cliniques et parasitologiques adéquates, donc c'est en moyenne 67%. En d'autres termes, il y a environ 33% d'échecs, mais qui sont plutôt des échecs parasitologiques. Et à partir de là, en tenant compte des recommandations de l'OMS qui suggèrent que quand on dépasse les 15% d'échecs totaux, on doit penser à la révision de la politique. Et moi je crois que le chef de service de l'époque ici présent a énormément utilisé ces données pour
la révision de la politique. Ça, c'est juste pour votre information. Et parallèlement, la même année, quand on regarde l'efficacité de la modéquine utilisée en monothérapie chez des enfants de moins de 10 ans, avec un suivi de 14 jours, donc l'efficacité est de 100%, contrairement à ce qui se passe dans pas mal de pays africains. Et pour la sulfotoxine pyrimétamine, pareil, chez 92 enfants, 100% d'échec de réussite thérapeutique en 14 jours. Et pour la sulfotoxine pyrimétamine, même jusqu'à J28, il n'y avait pas de problème. Par contre, pour la modéquine à J28, on est dans les 95% d'efficacité thérapeutique. Donc c'est quand même en contraste avec certaines situations en Afrique où on est aussi confronté à la résistance à la modéquine. Où est-ce que je vais en venir? Tout à l'heure, quand on regardait déjà, avec la chloroquine, il y a très peu d'échecs. Même avec la chloroquine qui est utilisée pendant 60 ans, il y a très peu d'échecs précoces. Donc, qui veut dire qu'il y a la résistance, mais ce n'est pas tellement forte. Si on considère les échecs tout de suite comme résistance, malgré le fait que dans tous les parasites de Sainte-Marie, on n'a pas trouvé de persévérité. Et qu'aujourd'hui, la modéquine, c'est un bon partenaire pour l'artésunate, et que l'ESP, par rapport à ces résultats qui étaient confirmés par d'autres études qui étaient faites en 2006 dans d'autres régions, donc c'est quand même un bon candidat aussi pour le traitement intermittent présomptif chez les femmes enceintes. Ceci dit, le médicament a un rôle important pour l'élimination du paludisme à Madagascar. Donc voilà à quoi ça ressemble la couverture de la nouvelle politique, publiée en décembre 2005. Donc l'objectif général, ça vous le connaissez tous, hein, c'est copier-coller de la stratégie de l'OMS. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2007, on nourrit une nouvelle ambition, l'élimination du paludisme à Madagascar, avec des stratégies techniques. Prise en charge des cas avec l'ACT, prévention du paludisme, lutte antivectorielle ou particulièrement, et on mise énormément sur la prévention et lutte contre le paludisme chez les femmes enceintes, et on veille sur les épidémies. Ça, c'est une diapositive qui a été présentée pendant la réunion avec les représentants de PMI à Madagascar le 19 janvier, qui résume les stratégies pour l'élimination du paludisme, en tenant compte des différents faciès de la transmission à Madagascar, donc sur les hautes terres, donc prise en charge des cas avec l'ACT, éducation communautaire, aspersion intradomiciliaire d'insecticides et surveillance des épidémies. Sur la partie est, là où la transmission est plutôt saisonnière, mais sur une durée beaucoup plus longue, donc on mise toujours sur l'ACT et le traitement intermittent chez les femmes enceintes, l'utilisation des moustiquaires, et on envisage même d'élargir sur cette région l'aspersion intradomiciliaire d'insecticides sur la côte est. Là, on est censé avoir beaucoup plus de paludisme par rapport au reste du pays. Donc, bon, voilà la stratégie. Et dans le sud, qui est relativement sec, donc il y a presque pas de paludisme, ou très peu de paludisme quand il y a moins d'eau. Mais par exemple, cette année, il y avait pas mal de cyclones qui rôdaient dans cette région, qui a augmenté la précipitation. Donc là, quand même, il faut rester très vigilant par rapport à des poussées épidémiques de paludisme. Ceci dit, donc là on a besoin de médicaments, 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 là on a besoin de médicaments. Et même pour la prise en charge des cas de paludisme présumé à la maison, on a aussi besoin de médicaments. Et qui me ramène toujours sur le titre de ma présentation, le rôle majeur des médicaments. Première ligne, artésunate-modéquine. Deuxième ligne, artéméthylméphantrine, 2-ACT. Pour la forme grave, on reste toujours sur la quinine, qui reste toujours une référence. En principe, a priori, théoriquement, ce qui est prévu dans le document qui a été publié au mois de décembre 2005, il est prévu de continuer à utiliser la chloroquine préemballée pour la prise en charge à domicile de cas de fièvre chez les enfants. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois que parmi les lots qui circulent, le dernier lot qui a été livré pendant le dernier trimestre 2006,
périme en 2009. Donc ceci dit, il y a quand même des tonnes de chloroquine disponibles quelque part. Je vous propose cette diapositive juste pour vous montrer un peu que le niveau de transmission de parasites du paludisme à Madagascar n'a rien à voir avec certaines situations en Afrique. Si je prends juste l'exemple de Côte d'Ivoire, chez André, ils arrivent à 300 piqûres infectantes par an. Mais à Madagascar, on tourne, je crois que le maximum c'est de tourner autour de 35. Dans le sud, on est à 0,2. Sur les hautes terres, on est à moins 4. Ça, c'est une étude que nous avons réalisée récemment. Sur le Moyen-Ouest, on est à 3. Donc, ceci dit,